Donc voilà, le titre de l'exposé, vous l'avez déjà lu dans le programme, c'est Coloplast qu'il a choisi. On ne parle donc que des patients qui ont un problème de sclérose en plaques. Et donc j'ai invité Maurizio et Fabiola pour commenter ma présentation et nous faire part justement des problèmes au quotidien par rapport aux différents problèmes de la sclérose en plaques. Donc on ne va vraiment pas parler des blessés médulaires ou quoi ici. Et par rapport aux différentes possibilités de traitement que l'on a. Et donc si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas bien, n'hésitez pas à interrompre. On va quand même essayer de respecter le timing, mais je pense qu'il y a moyen, il y a du temps pour les questions en cours de route. Donc en 2 mots, la sclérose en plaques, tout le monde connaît à peu près. C'est une maladie auto-immune, donc inflammatoire, du système nerveux central, qui cause généralement différents types et différents degrés de symptômes neurologiques progressifs. Alors on parle de sclérose en plaques rémitante ou qui évolue par poussée-rémission quand les patients font une première poussée et puis ils récupèrent, soit totalement, soit avec une petite séquelle, et puis il y a parfois quelques mois, quelques années sans rien, et puis de nouveau une poussée. Cette forme-là va évoluer souvent après une bonne dizaine d'années vers une forme secondaire progressive où les patients n'ont plus vraiment de poussée aiguë avec une aggravation brutale des symptômes, mais ils ressentent qu'il y a une progression souvent très lente, mais enfin une progression de la pathologie. Et alors il y a la sclérose en plaques de forme primaire, pour laquelle il n'y a pas de poussée, mais les patients constatent au fur et à mesure une aggravation dans leurs problèmes moteurs ou sensitifs, ou au niveau de la mémoire éventuellement. Donc la maladie évolue tout doucement, parfois rapidement quand ils n'ont vraiment pas de chance, mais il n'y a pas de poussée, c'est vraiment une évolution progressive. Donc ça, c'est vraiment les 2 formes principales que le neurologue diagnostique en général assez rapidement au début de la pathologie. Alors, la sclérose en plaques, on dit, elle donne des lésions, donc des symptômes différents et des degrés divers. Pourquoi? Parce qu'elle touche tout le système nerveux central. Donc ici, en résumé, vous avez les zones rouges, jaunes, bleues, et puis encore là en dessous. Donc tous ces centres importants font partie du système nerveux central. Et évidemment, si un patient a des plaques uniquement dans le cerveau ou uniquement dans la moelle épinière ou aux 2 niveaux, il va avoir des symptômes très différents. Et la connexion entre le cerveau et la commande pour le bas appareil urinaire, pour les problèmes sexuels et pour le bon fonctionnement sexuel et pour le fonctionnement au niveau anorectal, tous ces centres-là sont situés ici et sont très importants, mais s'il y a une plaque qui se situe là, elle peut perturber la conduction entre le cerveau et ces centres-là. Donc il ne faut pas nécessairement qu'il y ait une lésion du centre même pour que ça ne fonctionne pas. Il suffit d'une lésion quelque part sur le système nerveux central. Donc, comme je viens de le dire, les lésions, elles peuvent changer ou interrompre les transmissions nerveuses. Donc, quand les voies sont détruites par une plaque, les messages nerveux n'atteignent pas leur cible. Le contrôle cérébral, s'il est altéré, il va entraîner en général une hyperactivité de vessie. Donc, on a souvent une désinhibition de la vessie. Les lésions qui sont situées dans la moelle épinière, elles vont plus entraîner une dyssynergie vésico-sphinctérienne. Donc, je vais vous montrer le dessin juste après, c'est le contraire du bon fonctionnement, puisque quand ça fonctionne bien, il y a une belle synergie entre la contraction de la vessie et la relaxation du sphincter. Et alors les lésions basses, qui sont situées vraiment dans le bas de la moelle épinière, vont plutôt entraîner une vessie paresseuse. Alors quelqu'un qui a des lésions au niveau du cerveau et au niveau du bas de la moelle, il peut avoir vraiment un cortège de symptômes avec un problème qui n'est pas toujours évident à mettre au point au niveau urologique par exemple. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que les symptômes urinaires apparaissent assez rapidement dans l'évolution de la maladie, qu'à 10 ans, ils sont pratiquement présents chez plus de 80% des patients, et qu'il y a quand même 10% des patients qui ont une sclérose en plaques chez qui les symptômes urinaires étaient présents au départ, et parfois on fait un diagnostic de sclérose en plaques chez quelqu'un qui vient aux urgences pour une rétention urinaire, et qui n'a pas eu de problème au niveau oculaire, ni encore de problème au niveau de la marche. Donc, quelqu'un de jeune qui présente des problèmes urinaires, on aura quand même l'attention attirée, on aura tendance à envoyer le patient pour un avis chez le neurologue.
Alors, donc, pour que ça fonctionne bien, le cycle continence-miction, il faut surtout une vessie qui fonctionne à basse pression. Donc notre vessie, c'est notre réservoir. Donc si on a un petit réservoir, on doit s'arrêter souvent. Si on a un grand réservoir, on est tranquille pour plusieurs heures. Ça permet d'avoir une vie sociale, familiale, professionnelle correcte. Pour être continent, donc il faut une vessie calme et il faut un sphincter qui a un bon tonus. Et alors, pour avoir une belle miction, il faut que la vessie se contracte. Forcément, sinon on doit pousser pour uriner, mais il faut aussi que le sphincter se relâche, parce que si le sphincter se contracte au moment où la vessie se contracte, ça ne va pas bien et les symptômes apparaissent. Alors, les symptômes donc, liés à la phase de remplissage, donc c'est lié au fait que la vessie doit être calme et ne l'est peut-être pas. Voilà, c'est le patient, on appelle ça des symptômes irritatifs. Dans la littérature, on retrouve des pourcentages très variables, mais ils sont extrêmement souvent présents. Donc, c'est la personne qui se plaint d'aller trop souvent aux toilettes, de se relever la nuit, souvent ça accompagne. Le besoin peut être urgent, et s'il est très urgent, on peut avoir même une fuite urinaire. Donc, c'est IUU, c'est l'incontinence urinaire par urgence. Alors, ça n'empêche qu'on peut avoir une incontinence urinaire d'effort, notamment s'il y a eu des enfants. Et quand on a les deux problèmes, eh bien, on a une incontinence urinaire mixte. Donc, c'est pas parce qu'on a une sclérose en plaques qu'on a que des problèmes liés à la sclérose en plaques. Donc, on doit tenir compte de tout. Alors, si c'est un problème lié à la phase de vidange, donc c'est au moment où la vessie se contracte pour se vider, on peut avoir un jet qui est trop lent, soit parce qu'elle se contracte pas bien. On peut avoir un jet saccadé. Donc, je vais vous montrer un dessin après. Ou bien le patient doit pousser pour uriner, c'est la dysurie. Donc saccadé ne veut pas dire que le patient pousse. Parfois les personnes s'asseyent aux toilettes et ça vient, mais il dit simplement mon jet est interrompu. Et d'autres personnes décrivent une impression de mauvaise vidange de vessie. Et parfois ils sont même en rétention sans s'en rendre compte. Ils urinent 100 ml et il reste 500-600. Donc on est parfois loin dans le dysfonctionnement avant que la personne ne décrive quelque chose. En plus, il y a les problèmes de la vessie et du sphincter elle-même. Donc, on ne parle pas de vessie hyperactive. On est en train d'adapter la terminologie de la SIS. Donc, la SIS, c'est International Continence Society. Donc, ils ont créé, il y a déjà pas mal d'années, une terminologie pour qu'on emploie tous les mêmes termes. Et donc, les Français traduisent ça pour qu'on utilise en français les mêmes termes. Donc, ça essaie de ne pas dire ça parce qu'en fait, la vessie ne va pas sans le sphincter. Donc, c'est souvent un dysfonctionnement, ou un trouble vésico-sphinctérien. C'est déjà plus juste. Alors, forcément, il faut tenir compte de tout ce qui entoure le problème de vessie. J'ai perdu ma souris. Ah, voilà. Donc, en fonction du nombre de lésions dans la moelle épinière et de leur niveau, et des lésions cérébrales, on aura d'autres problèmes. Par exemple, les problèmes cognitifs. Donc, si un patient a des problèmes de mémoire, il va oublier, ça paraît tout bête, mais de se présenter aux toilettes à temps. Il y a les problèmes de langage qui font qu'on n'exprime pas toujours ce que l'on ressent. Alors, il y a aussi des patients qui se sentent toujours fatigués, qui manquent de motivation, manquent d'allant. Donc, c'est à prendre en compte. Les problèmes moteurs, parce que ça paraît stupide, on dit j'ai besoin d'aller aux toilettes, je vais aux toilettes, mais quelqu'un qui marche normalement, il se lève, il va aux toilettes. Quelqu'un qui marche difficilement, il faut déjà se lever, puis il faut marcher jusqu'au WC, il faut ouvrir la porte. C'est des détails. Et si dans la toilette, s'il n'y a pas de fenêtre, il faut trouver l'interrupteur, et puis il faut se déshabiller, il faut s'asseoir. Quelqu'un qui fait ça très vite, ça va lui prendre quelques secondes, un autre, ça peut prendre 3 minutes. Donc si vous avez une vessie hyperactive, mais pas catastrophiquement hyperactive, mais que vous vous déplacez très difficilement, plus vous déplacez lentement, plus vous avez de risque d'arriver en retard. Donc on doit en tenir compte dans l'aide qu'on donne aux patients. Alors le score EDSS, c'est un score que les neuros calculent et qui donne une idée de justement toutes ces répercussions motrices que la maladie donne. Et donc en fonction de ça, on peut aussi voir si on a un patient qui est déjà dans une forme fort avancée ou pas. C'est un score très compliqué à mettre au point, à définir. Et alors, il y a l'évolution, la durée d'évolution de la sclérose en plaques qui fait que forcément, plus on l'a depuis longtemps, plus on a de risques d'avoir d'autres problèmes. Et donc, on doit en tenir compte. Alors ça, c'est encore juste un petit rappel avec les différents centres le long du névrax, donc du système nerveux central, qui peuvent être touchés, simplement pour rappeler qu'il y a beaucoup de lésions possibles et donc beaucoup de symptômes et de manifestations possibles. Alors, les problèmes du mauvais fonctionnement vessie-sphincter
peuvent donner des complications. Elles sont pas, le pourcentage n'est pas énorme, mais on peut cumuler les pourcentages et on voit quand même que les pyélonéphrites sont au-dessus. Or, les pyélonéphrites d'elles-mêmes, elles peuvent provoquer l'insuffisance rénale au long cours. On va revenir un peu sur les complications après. Mais donc, il faut toujours penser, dans le bilan qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire pour prévenir les complications. Et puis, chez quelqu'un chez qui on fait un suivi, on ne doit pas oublier de les rechercher, parce que parfois, on devient un peu le médecin traitant du patient pour sa vessie. Et il y a des choses auxquelles on pourrait ne plus penser. Alors, le risque de cancer, oui, il est supérieur à la population générale si le patient a une sonde à demeure. On dit surtout depuis plus de 10 ans. Alors on nous conseille pour ça de faire une cystoscopie annuelle. Je crois qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais leur cystoscopie. Mais même quand on regarde une vessie de quelqu'un qui a une sonde à demeure, on voit des plages rouges, inflammatoires. Donc on ne peut pas décider là-dessus de faire une cystoscopie, de faire des biopsies, mais c'est quand même utile de contrôler les patients qui sont à la sonde à demeure. Alors, sur base de ce que je vous ai dit, donc le but, quand on veut prendre en charge un problème de vessie, c'est un patient qui a une sclérose en plaques, donc traiter les symptômes, parce que si le patient vient nous trouver, c'est soit le neurologue qui a posé quelques questions et qui dit allez voir l'urologue, soit le patient qui s'est plaint de lui-même au neurologue en disant ma vessie me joue des tours, et donc ils viennent chez nous et on dit au patient voilà, qu'est-ce qui vous gêne le plus, qu'est-ce que vous voudriez qu'on améliore, parce qu'on sait bien que si on se lance dans les examens, on va peut-être vouloir traiter le patient sur base des examens, alors qu'il ne faut pas oublier d'abord quel est le problème qui le gêne le plus. Donc, sinon, nous, en tant que praticiens, on pense toujours aux infections urinaires. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les prévenir et comment est-ce qu'on va en discuter avec le patient et le convaincre que c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on veut préserver le haut appareil urinaire, donc les reins, parce qu'on sait qu'une fois qu'il y a une dilatation des reins, enfin des uretères et des reins ou une insuffisance rénale, ça devient plus difficile de faire marche arrière. Il faut quand même savoir que quand on a une sclérose en plaques, on est moins à risque d'avoir des problèmes d'insuffisance rénale que quand on est blessé médulaire. Donc on ne fait pas une fixation là-dessus, mais si quelqu'un commence une CEP à 20 ans, qu'il est parti jusque 100 ans, il faut quand même agir assez... Enfin, il faut que le patient se rende compte qu'il doit faire attention. Et alors, le but de tout cela, évidemment, ce sera d'améliorer la qualité de vie, parce que si on a un patient qui n'a plus de symptômes, qui ne fait jamais d'infection et qui a une bonne fonction rénale, il va pouvoir avoir une vie confortable plus longtemps. Alors, évidemment, il y a la vessie, on est très branché vessie. Il y a aussi beaucoup plus de publications sur vessie sphincter que sur le problème digestif. Pourquoi ? Parce qu'il y a rarement des répercussions importantes de quelqu'un qui est très constipé ou qui est incontinent au niveau fécal. Ils n'ont pas le problème, il n'y a pas l'équivalent des reins à protéger au niveau digestif. Donc, je ne connais pas un gastro-entérologue ou un chirabdo qui est vraiment spécialisé dans la prise en charge des patients neuro. Mais ça existe peut-être. Alors, au niveau sexuel, beaucoup ont des soucis. Tout le monde n'en parle pas parce que parfois c'est mis de côté. Donc, en général, on pose la question avez-vous des soucis à ce niveau-là ? Est-ce que... Donc, diminution de libido, dysérection, anorgasmie. Mais dans beaucoup de couples, c'est déjà mis de côté par la pathologie et les autres problèmes. Mais il y a quand même des patients qui souhaitent une prise en charge à ce niveau-là. Alors, voilà, donc si M. Manot ou Mme Vertomen viennent à ma consultation et on commence l'histoire, on ne se connaît pas encore. Est-ce que vous vous rappelez quand vous êtes venu, à quel âge ? Oui, ce n'est pas un couple. Pour la première fois, je devais avoir 30 ans. Et vous avez ? Là, j'en ai 48. Et vous vous rappelez, Mme Vertomen ? Donc ça fait 18 ans, et vous, c'est... La première fois que je vous ai vu, je dirais une bonne trentaine. Oui, je ne dis rien, oui, tout à fait. Donc oui, c'est pour dire qu'on devient un peu leur médecin traitant de la vessie, pas pour tout, mais... de sclérose en plaques, il y a, disons, 30 ans que... Oui, donc vous voyez, après 6 ans, 6 bonnes années, elle venait pour des problèmes de vessie, qui étaient déjà importants, on va en discuter. Donc on doit quand même, quand on voit un patient, s'il a plus de 50 ans, s'inquiéter de sa prostate. Pas nécessairement pour le dépistage du cancer, ça il a le choix de dire je veux ou je ne veux pas, mais au moins voir s'il n'y a pas une grosse prostate qui pourrait modifier les symptômes. Et quand on examine une patiente, on regarde s'il n'y a pas, elle peut aussi avoir justement un prolapsus ou d'autres problèmes qui pourraient expliquer une partie des symptômes. Et alors, moi je suis très branchée agenda de miction. Vous en avez fait au moins 100, non ?
je sais pas. On évolue en fonction des possibilités. Donc je leur demande 2 jours. Donc c'est l'infirmière qui est avec moi qui donne les explications. Maintenant il n'y a plus besoin, mais je demande 2 jours. On recommande 3 jours, mais dans les études j'avais l'impression que le 3e jour c'était un peu une synthèse des 2 premiers. Donc je dis écoute, moi si j'ai 2 jours entiers, jour et nuit, je suis contente parce que ça permet d'évoluer. Ça évite de faire des aérodynamiques trop souvent aussi, puisque ça nous donne bien une idée de l'évolution de la capacité de vessie, puisque c'est au quotidien, tandis que l'aérodynamique, c'est l'examen avec une sonde en place, ça modifie un peu les choses. Donc l'agenda de miction, vous êtes quand même prêtés au jeu tous les deux, oui, hein, encore maintenant. Hein. Alors, donc on a fait une aérodynamique. On ne doit pas faire l'aérodynamique nécessairement à la première consultation, mais cet examen, ça permet donc d'objectiver le fonctionnement vessie-sphincter puisque ça mesure des pressions. Ça donne aussi un pronostic parce que si on a une vessie qui fonctionne à basse pression, ben, on est rassuré. Si c'est des très hautes pressions, on va discuter avec le patient et voir si on ne va pas pousser le traitement, même si le patient n'a pas encore trop de symptômes. Donc c'est un peu un compromis. Alors, un examen aérodynamique qui comprend une systomanométrie pour mesurer la pression de la vessie. La profilométrie, c'est moins important parce que c'est beaucoup plus soumis à critique, mais on mesure la pression de l'urètre. Et le plus basique mais important, c'est la débimétrie, parce qu'on peut voir si la courbe de miction est correcte ou pas. Alors, on fait quand même pas mal de débimétrie, mais elles ne sont interprétables que si le patient a vraiment besoin de faire pipi quand il arrive. Si on vous demande d'uriner, ou si vous y allez par précaution avant de quitter votre domicile, vous allez faire une petite miction avec un petit jet, donc c'est déjà pas très représentatif. Mais quelqu'un qui a une vessie neurologique, si on lui demande d'uriner alors qu'il n'a pas besoin, en principe, il n'y parvient pas. Alors, donc sinon, le patient est dans un local tout seul et l'urine sur un WC qui ne ressemble déjà pas à un WC. Donc rien que ça, il y en a qui sont bloqués hein, parce qu'ils voient le petit pot en dessous, ils regardent s'il ne va pas tomber. Il faut que ce soit stable hein, parce que ça dépend comment le patient, à quel niveau sa sclérose en plaques le patient est. Sinon, pour que vous reteniez juste une chose importante, c'est quelqu'un qui a une belle miction, c'est la première courbe. J'aurais dû prendre un pointeur. Donc c'est une courbe en cloche. Donc voilà, la miction commence vite. On a un débit de un bon 20 millilitres/seconde et puis ça s'arrête rapidement. Alors la deuxième courbe, ça c'est quelqu'un qui a une miction trop lente. C'est souvent le cas chez les patients qui ont une vessie qui ne se contracte pas et donc le patient pousse pour uriner. On voit aussi ça chez les patients qui ont une prostate augmentée de taille. Et la troisième courbe, ça c'est typique de la dyssynergie vésico-sphinctérienne. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez au début, quand vous uriniez, quand on le voyait il y a plus de 20 ans, si vous aviez un jet comme ça. Donc ça veut dire que la personne commence à uriner, puis ça s'arrête, puis elle recommence, puis ça s'arrête, puis elle recommence. Donc chaque fois que la personne urine, c'est que le sphincter se relâche. Et puis chaque fois que c'est interrompu, le sphincter se contracte alors que la vessie continue. Donc la vessie, c'est un muscle lisse, donc elle peut se contracter comme l'intestin pendant des heures. Mais le sphincter, c'est plus comme les biceps, c'est plus du muscle strié. Donc même s'il se contracte, à un moment, il doit lâcher. Chaque fois que l'hypercontractilité du sphincter disparaît, hop, le jet vient, et puis il se recontracte, hop, le jet s'arrête. Donc le jet saccadé, je ne sais pas si vous avez eu ça. Oui. C'est vraiment typique. Oui. De lésions médulaires, quoi, donc alors le minimum qu'on peut faire, donc quand on voit un patient, s'il a vrai besoin d'uriner, on demande qu'il urine sur le WC et après on exclut un résidu. Alors ça dépend de l'endroit où on se trouve, voilà, à gauche c'est l'échographe, un petit échographe basique qui peut suffire pour voir si la vessie se vide bien. Et ici, c'est le bladder scan qu'il y a dans les services de réadaptation, en gériatrie, maintenant de plus en plus en chirurgie. Ça commence à se généraliser. Le bladder scan permet quand même, s'il est bien fait, d'avoir une idée. Alors le résidu, 180 c'est un certain résidu, mais si le patient a uriné 400, ça va encore. Vous voyez, ça dépend si on a uriné 100 et qu'il reste 180. Donc le résidu il est interprétable par rapport à la capacité de la vessie. Est-ce que vous aviez cette impression de mauvaise vidange ou avant? Moi personnellement, très fort. Hein. Et ça provoquait quoi alors comme J'ai fait beaucoup d'infections urinaires, énormément d'infections. Et vous deviez retourner souvent uriner à cause de ce résidu ou vous disiez tant pis? Je n'urinais que de toutes petites quantités. J'urinais entre 30 millilitres, ce qui est comme un nouveau-né, oui. Entre 30 et le maximum, quand tout allait bien, c'était 120, 130, mais comme ça, c'était quand ça allait super bien. Et vous deviez y retourner trop souvent, voilà. Ouais.
Alors, quand on fait une urodynamique, on explique au patient, on va mettre une sonde dans la vessie, la courbe rouge, et ceci c'est très schématique, c'est juste pour retenir quelques idées, et une sonde au niveau anal. Alors, au niveau anal, ils ne sont pas toujours d'accord, donc on essaie qu'ils aient été à sel avant, parce que s'ils n'ont pas été à sel ce jour-là et qu'on leur met une sonde, ils vont avoir un problème. Donc, on peut faire l'examen urodynamique sur la sonde anale, mais il faut bien observer ce que fait le patient pendant le remplissage, parce que alors on se pose des questions, est-ce que c'est bien une contraction de vessie ou pas? Par exemple, ici, pour voir si la sonde est bien dans la vessie et celle qui est dans l'anus est bien en place aussi, on fait tousser la personne. Comme la vessie est dans l'abdomen, quand on tousse, la pression augmente dans l'abdomen, mais elle augmente dans la vessie, elle se transmet, sauf si elle est sortie vraiment à cause d'un prolapsus. Donc théoriquement, donc c'est le premier, ça m'énerve de perdre tout le temps ma souris. Voilà, quand on fait tousser, on a un pic qui est le même dans la vessie qui est au-dessus et dans l'abdomen en dessous. Si la personne dit « j'ai l'impression de devoir aller à sel », et qu'on voit que la pression monte dans le rectum, mais pas dans la vessie, c'est bien une contraction au niveau rectal uniquement. Alors quand la personne urine, on peut voir si elle pousse ou si la vessie se contracte, mais on ne peut le savoir que parce qu'on a mis la sonde au niveau abdo. Parce qu'en général, on laisse la personne toute seule pour uriner, déjà sur la table d'examen, avec une sonde, c'est pas facile, mais encore avec un ou deux spectateurs. Et donc, on peut regarder après la miction. Voilà, la vessie a augmenté, donc c'est bien, mais ici, on peut voir que dans l'abdomen, la pression a augmenté aussi. Donc en fait, c'est un patient ou une patiente qui a poussé, et la pression de l'abdomen est la même que dans la vessie, donc la vessie ne s'est pas contractée, c'est uniquement par poussée. Par contre, la dernière étape, voilà, on est sorti aussi, la personne a uriné, l'abdo n'a presque pas augmenté, hein, c'est la courbe verte, et vous voyez une contraction de la vessie. Donc ça, c'est une vessie qui s'est bien contractée pendant la miction. Donc c'est l'info que peut nous apporter la sonde qu'on met au niveau rectal. Mais voilà, j'ai deux spécimens qui n'en veulent pas trop, je crois, c'est ça. Je comprends bien. Donc il y en a chez qui c'est non, alors on n'oblige pas. Voilà. C'est pas comme. C'est pas le mien, non. C'est pas comme au procès, là, j'entendais qu'il devait se faire fouiller par tous les orifices avant d'aller. Donc, non, chez nous, ils ont le droit de dire non. Alors, ce qui est intéressant, si on enregistre quand la personne urine la force du jet en même temps, donc pour ça, il faut encore que le jet d'urine arrive dans le récipient, parce que parfois c'est dévié avec les sondes, enfin, c'est de l'eau, mais enfin, c'est du physio, mais c'est quand même embêtant quand ça va partout. Donc on peut juste dire ici qu'il y a une très belle contraction de vessie. Si c'est 100 cm d'eau, c'est une énorme contraction. Donc ça, c'est le jet. Ben, vous voyez, maintenant, c'est une courbe toute plate. Quand on a une grosse contraction de vessie, le jet il doit être puissant, comme la première courbe en cloche. Donc quand le jet est mauvais alors que la personne a une contraction très importante, c'est qu'il y a un obstacle. Si c'est un homme, il y a toujours le risque, est-ce que c'est la prostate? Mais sinon, en général, dans la sclérose en plaques, c'est le sphincter qui se contracte quand la personne urine. Ça, c'est un exemple pour illustrer les problèmes de répercussion sur le haut appareil urinaire quand on a trop de pression dans la vessie. On peut faire les deux examens en même temps, donc on peut faire l'urodynamique dans le service de radio, on a les images, mais on peut aussi être équipé d'une table d'urodynamique qui est radio transparente et qui fait tout ce qu'il faut, mais ça coûte super cher, mais on peut être équipé pour cela. Ça peut être intéressant parce que ici, vous voyez la vessie, mais vous voyez aussi l'urètre et le rein droit, là, parce qu'il y a un énorme reflux, et en plus, le rein est dilaté. Et on peut aussi dire que c'est une vessie en sapin de Noël, parce que voilà, elle se muscle tellement qu'elle s'enraidit. Mais si vous faites l'urodynamique sans avoir d'idée du reflux, quand vous remplissez votre vessie, il y a une partie de la pression qui est absorbée par le rein. Donc vous pourriez croire, si la courbe reste plate, que c'est une vessie à basse pression, mais non, c'est une fausse basse pression parce qu'en fait le rein amortit la pression, donc le rein est vraiment en danger. Et sinon, s'il n'y avait pas de reflux, dans une vessie comme celle-là, ce qu'on a surtout, c'est la pression qui augmente, quoi. Donc voilà, la courbe est relativement plate, et puis quand on avance dans le remplissage, la pression augmente non-stop. Ça, c'est un problème de compliance. Donc la vessie ne se laisse plus du tout distendre, elle est vraiment complètement remaniée en sapin de Noël. En plus, il y a des petits diverticules, et donc ça fait vraiment les petites branches du sapin. Donc on en voit beaucoup moins maintenant parce qu'on est plus proactif et qu'on a un petit pays, donc les patients peuvent consulter assez vite l'urologue, mais on en voit encore quand même régulièrement. Alors, quand on a fait ce bilan, donc urodynamique, on se base sur la débimétrie, mais sur les mesures avec les sondes,
on sait dire si c'est une vessie à risque, parce qu'il y a vraiment trop de pression avant que la personne urine ou avant la fuite. On peut dire si c'est une vessie qui ne représente pas un risque important pour les reins, parce qu'elle a peu de pression. On dit parfois vessie flasque, même si ce n'est pas un mot flatteur ni scientifique. Et alors, une vessie qui est équilibrée, c'est une vessie qui reste à basse pression pendant le remplissage, comme vous avez maintenant. On peut mettre un demi-litre sans que la pression monte. Par contre, voilà, pendant la miction, pour que ça reste bien, il faut qu'elle se vide rapidement et sans résidus, et surtout pas avec trop de pression. Alors ça se fera naturellement, si on a un sphincter qui se relâche bien, ou ça se fera via l'autosondage, qui est donc un mode de miction. Est-ce que vous avez déjà des questions? Suivez. Alors, encore juste une illustration. Donc, quand on a des lésions qui sont situées plus haut sur la moelle épinière, on va voir ce qu'on appelait la dyssynergie. Donc, en rouge, vous avez la vessie qui se contracte. En vert, c'est la pression de l'urètre, donc qui augmente, qui se relâche, qui augmente, qui se relâche. Ça, c'est vraiment la dyssynergie. Et à cause de cet urètre qui se contracte, donc le jet est interrompu. Donc, on a vraiment une miction interrompue. Pas parce qu'on a une vessie paresseuse, parce que vous voyez, elle maintient sa pression en rouge pendant toute la miction, mais c'est vraiment le sphincter en vert qui permet de venir Et alors on a le MG aussi, chaque fois qu'il y a une contraction, il augmente. Tandis que dans les vessies périphériques, on aura plutôt une vessie paresseuse, et donc en fait là, on a une courbe en deux temps, mais pas à cause de l'urètre qui est beaucoup plus bas sur l'échelle, mais parce que le patient pousse, quoi. Il n'a uriné qu'en poussant. Donc ça, c'est l'importance de la sonde abdominale pour le déterminer au moins au départ. Et en général, le jour de l'urodynamique, quand on a fini, on fait la cystoscopie pour ne pas les ennuyer 2 jours, ou enfin le faire revenir 2 fois pour des examens invasifs. Et donc on peut voir, ici c'est une vessie qui est déjà modérément remaniée, puisqu'on voit les petits épaississements de la paroi, un peu comme, je dis aux patients, c'est comme si on était sur le sable à marée basse, on sort toutes les bosses, là, et on ne devrait pas avoir de bosses, ça devrait être tout plat. Donc ça, c'est signe que la vessie travaille déjà de trop. Mais elle n'est pas encore remaniée de manière catastrophique du tout. Donc, quand on a fait l'urodynamique, on sait les buts du traitement. Hein, donc, c'est augmenter la capacité de la vessie si on a une petite vessie, obtenir une vessie qui se remplit à basse pression pour éviter les reflux et les infections, obtenir une vidange complète, rapide et sans pression. C'est toujours la même chose, quoi. Basse pression, bonne vidange, bonne capacité. Si on arrive à avoir quelque chose comme ça de bien équilibré, la personne va aller longtemps avec une vessie qui ne lui posera pas trop d'ennuis. Alors, l'autre partie, c'est restaurer la continence, parce que nous, on a des buts physiologiques, mais le patient, il veut être continent pour avoir une vie sociale, familiale et professionnelle, parce que beaucoup quand même sont actifs professionnellement. C'est quand même très compliqué de travailler en pensant qu'on risque d'avoir une fuite à tout moment, en fonction encore de l'endroit où on travaille. Donc pour augmenter la capacité de vessie, on a des médicaments. Vous les connaissez peut-être tous. En Belgique, on a toute une panoplie qui ne sont pas remboursés, sauf si vous avez une vessie neurologique. Donc, monsieur, madame, ils étaient dans les critères. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les médicaments? Vous vous rappelez? Oxybutidine, c'est le ditropan. Moi, je prends l'oxybutidine tous les soirs parce que... On en reparlera encore après, oui, c'est ça. Mais au début, quand on s'est vu, les premiers traitements que vous aviez, c'était... J'ai essayé Vésicar, mais pas eu de... Détrusitol peut-être au début, parce qu'on n'avait pas... En fait, on avait la toltérodine. Et le Tobias peut-être aussi. Oui, c'est ça, oui. Et ça, c'est déjà plus récent. Au début, quand on a commencé, on n'avait que l'oxybutinine, le ditropan. Et vous aviez des effets secondaires avec ces médicaments-là? Oui, il y en a, mais je ne sais plus lequel. Quand je les ai pris au début, j'avais la tête qui tournait. Ah oui. J'avais des problèmes d'équilibre, un peu. Oui, oui, j'ai dû arrêter. Et la constipation, ça ne vous gênait pas trop? Au départ, j'avais vraiment de gros problèmes de constipation. Oui. Déjà comme ça, avant le médicament, oui. Et vous aussi, monsieur? Je pouvais rester 10 jours. 10 jours, ah oui. J'ai jamais supporté les cachets, donc quand j'en prenais, moi, ça me casse. Ah oui. Je suis tout mou, je suis endormi, donc voilà. Donc vous avez dû chaque fois, vous n'avez pas pu les prendre comme voilà. Pas comme il faut. Parce que le problème des médicaments, il faut les prendre régulièrement. Alors c'est vrai qu'on a eu un progrès avec les 4 du dessous là, qui sont des médicaments qui ont un effet retard, qui agissent 24 heures, donc ils sont plus stables dans le sang.
Mais on dit quand même que les anticholinergiques, à 1 an, il y a encore 10% des gens seulement qui les prennent. Alors on dit que c'est à cause des effets secondaires, mais ici on peut le dire, c'est à cause des effets secondaires, mais il y a aussi beaucoup de cas chez qui ce n'est pas suffisamment efficace. Alors est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a fait après les médicaments, comme ça ne marchait pas? L'étape suivante? L'étape suivante, ça a été le Botox, non? Oui, vous aussi, c'est ça? Oui. Vous vous rappelez? Il y a eu quelque chose chez vous, on va en parler après. Ouais. Monsieur Verano, on a fait le Botox, en effet. Donc, heureusement qu'on l'a, mais ça ne suffit pas, malheureusement. Mais on a quand même pas mal de patients qu'on aide avec cela. En Belgique, c'est remboursé dans le cas de lésions de la moelle épinière. Si vous avez le Parkinson, vous avez un AVC, vous ne serez pas remboursé. Donc, c'est vraiment la moelle épinière. C'est très spécifique parce que les premières études qu'on a faites étaient des études chez les blessés médulaires. Ils avaient quand même inclus, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bref, on ne peut pas demander le remboursement chez tout le monde. On peut avoir 2 flacons 2 fois par an, ce qui est la dose minimum nécessaire chez les patients qui se sondent et qui n'urinent que par sondage. Donc on bloque vraiment la vessie. Mais vous avez des patients qui peuvent avoir un demi-flacon Botox, qui vont donc être mieux au niveau des besoins urgents, et s'ils n'ont pas une trop grosse dysynergie, ils vont encore uriner. J'en ai bloqué 2, comme ça, avec 50 unités, qui voulaient, si possible, ne pas se sonder. Je me dis, bon, on va essayer. Mais ils avaient une telle dysénergie et une petite vessie, donc non seulement ils n'urinaient plus, mais en plus ils devaient sonder 10 fois par jour, parce que j'avais mis qu'une trop petite dose. Donc on recommande d'attendre 3 mois en 2 Botox pour éviter la formation d'anticorps. Donc ils ont tant bien que mal attendu 3 mois, et puis là j'ai fait 2 flacons, et puis éventuellement 3. Donc les doses recommandées, c'est 2 voire 3 flacons. Le 3e flacon, ça coûte 180 €. On vit à 220, donc chaque année, c'est même 175, il perd un peu de son prix. Mais alors, ceux qui on joue avec les assurances, quoi. J'ai des patients qui passent une nuit pour leur assurance, j'en ai chez qui on tarifie à paracétamol intraveineux, et l'hôpital met mini-journée, mais le code cure endoscopique d'incontinence, c'est le code Botox, c'est un vieux code qui existait avant qu'on fasse de l'hôpital de jour, mais qui est considéré, il n'y a pas un forfait hôpital de jour, donc c'est comme si on le faisait en consultation. Tandis que quand vous injectez un paracétamol en IV, c'est comme si le patient était hospitalisé en mini-journée. Alors on cumule les deux. Et à part la mutualité chrétienne qui dit non tout le temps, même quand il passe la nuit, les autres, la plupart du temps, on arrive à quelque chose. DKV devient très, très difficile, mais on a une petite lettre standard qu'on envoie d'office à DKV. Parce que c'est la vôtre. Oh, j'ai bien 50 patients chez DKV. J'ai mes lettres qui partent tout le temps, là, qui ne m'ont jamais vu, mais ils me connaissent. Mais enfin, ça permet de faire passer l'histoire, parce que c'est quand même pas du Botox pour le visage. Et donc voilà. Et le problème du Botox, c'est qu'il faut toujours le refaire. Hein, on sait, au bout de 6 mois, quand ça ne marche pas assez, au bout de 3 mois, quand ça marche longtemps, parfois il y en a qui tiennent 1 an. Mais on leur demande de venir régulièrement, de ne pas attendre que les fuites réapparaissent. Alors le problème de Madame Vertomen, ah oui, c'est l'étape après, voilà. Avant le Botox, on avait mis un neuromodulateur, voilà. Et qui a fonctionné un petit peu pendant 1 an ou 2, et puis après, plus rien. Donc je n'en mets pratiquement plus au niveau chez les patients qui ont une SEP, mais c'est remboursé par l'INAMI. Mais bon, l'INAMI, c'est nous, hein, c'est toutes nos économies aussi. C'est 8 000 € un dispositif comme cela. Chez quelqu'un dont la pathologie va peut-être évoluer, on ne sait pas, parce que maintenant on a quand même des traitements incroyables pour cette pathologie, donc ça a quand même fort changé. Mais néanmoins, quand d'autres lésions apparaissent, ce qui fonctionnait un jour ne fonctionnera peut-être plus. Et puis on avait un problème aussi, les neurologues n'aimaient pas que j'en implante parce qu'on ne pouvait pas faire... On ne peut pas faire d'IRM. Voilà. Alors maintenant, les tout nouveaux, oui, on peut faire des IRM. Mais bon, c'est vraiment récent et donc moi je ne me suis pas encore trop remis au neuromode. Mais vous avez déjà entendu parler du neuromodulateur? Oui, donc on n'est pas beaucoup de centres à pouvoir les implanter, pas parce que c'est très compliqué, mais parce que l'INAMI veut protéger ses sous. Et donc maintenant c'est très difficile de pouvoir commencer la neuromodulation. Sinon le principe c'est la Medtronic est la firme principale, donc c'est comme un pacemaker, hein, vous le voyez sur la photo, avec une électrode. Et l'électrode ici, elle a 4 petits points différents pour la stimulation. Et elle tient toute seule grâce à ses barbes ici. Quand on la largue, elle reste... et la voilà implantée ici. Donc le patient est couché en décubitus ventral. Il y a 4 petits points. Enfin, on a 4 petits trous dans le sacrum à droite et à gauche. Et on utilise le 3e, le 4e. Ça dépend un petit peu des réflexes qu'on va obtenir pendant que le patient dort.
C'est décrit sous local aussi, mais c'est très inconfortable parce que le patient est couché sur le ventre avec des sparadraps qui écartent les fesses pour voir la contraction du sphincter anal, donc déjà sous local. Ils sont relâchés dans cette position-là, c'est presque pas possible. Donc voilà, moi je ne l'essaye jamais sous local, c'est presque l'échec assuré. Oui, moi je l'ai fait sous anesthésie générale. Oui. Et... Mais vous, quand on a fait le vôtre, on n'avait pas encore l'électrode percutanée, on devait faire une grande cicatrice. C'était nettement plus grande aussi. Hein. Oui. Une et puis sur finalement, on l'a enlevé. La colonne vertébrale et une sur le côté. Et vous ne l'avez plus, votre neuromodulateur. Hein, non, on l'a retiré après 7 ans. Hein, oui. Alors on les retire parce que c'est ce genre de pathologie pour lesquelles il faut faire des résonances à répétition. Donc s'il ne sert plus, il ne faut plus le laisser, évidemment. Et donc, oui, voilà encore un petit... Ceci, c'est pour montrer que les neuromodulateurs évoluent, diminuent de taille et qu'il y a d'autres systèmes. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va prendre trop de temps. Mais donc... On avait aussi un problème quand le neuromodulateur n'agissait pas. Comme il y a plus longtemps que je vous suis que M. Mamano, le Botox, c'était quoi le premier problème pour vous quand on a commencé à le faire, pour le dire clairement? Simplement, c'était pas remboursé, ça coûtait trop cher. Ouais. Donc je savais faire qu'un flacon, quoi. Alors voilà, c'était 220 € et on savait faire que 100 unités. Donc on a perdu du temps. On a perdu beaucoup si on avait déjà eu le remboursement qu'on a depuis 2014, je pense, ben, on aurait fait 2 flacons 2 fois par an. Alors maintenant, je suis aussi plus incisive, je demande des flacons gratuits, donc on a droit à 8 échantillons par médecin par an, donc j'en demande au nom de tous les urologues, ce qui permet de donner des 3e flacons à tous ceux qui ont besoin. On a un stock qui est géré, et voilà, ça a permis de remplacer. Une fois, c'est pas toujours facile à prélever, et un collègue qui m'aidait un jour aspirait le Botox, il était à son 3e, et puis il a tiré tellement qu'il a enlevé le piston, le Botox était par terre. Voilà, on a pris 3 compassionnels, on était content de les avoir. Mais oui, on a parfois des blagues, mais de toute façon, c'est vraiment utile. J'ai des patients chez qui on serait passé à l'étape chirurgicale si on n'avait pas les flacons gratuits de la firme, on appelle ça compassionnel, simplement parce qu'ils ne peuvent pas le payer. Donc, quand je pose toujours la question, avez-vous une assurance? Parce qu'alors, on peut essayer d'avoir... Il faut une DKV, en fait. Pardon? Non, attends, tu fais la publicité. Pardon? Il fait la publicité. DKV, en fait. Non, je pense qu'on est mieux chez Etias, AG, Solidaris, DKV, mais oui, mais c'est parce qu'on a écrit pour vous. Voilà. Pour l'instant, DKV a changé sa politique, ça c'est clair. Les gens qui vendent DKV le savent bien. Donc voilà, alors on a étudié comment augmenter la capacité de vessie avec les médicaments, le Botox, la neuromodulation, donc des choses mini-invasives. Quand on n'y arrive pas à obtenir une vessie à basse pression, on peut aller à l'étape suivante. Mais ce n'est pas tout d'augmenter la capacité de la vessie, il faut aussi la vider. Parce que, Mme Vertoman nous a dit, elle urinait difficilement avec un mauvais jet. Donc si on avait fait le Botox tout seul, bah, vous auriez une vessie jusque-là, je crois. Qu'est-ce que vous avez fait en même temps que le Botox alors pour... J'ai commencé à me sonder, hein. Directement que j'ai commencé le Botox, le sondage en même temps. Oui, voilà. Donc alors, je me sondais régulièrement. Combien de fois régulièrement? C'était entre 5 et 8 fois. Ah oui. Et vous, M. Mamano, vous avez... C'est pareil aussi, mon début. Avant de faire le Botox, moi, c'était 7-8 fois de sondage. Avec puis... les médicaments, alors déjà, vous? Oui, mais le médicament, ça ne marchait pas chez moi, en fait. Donc, on avait fait le Botox et ça a calmé un peu ma vessie. Et je me sondais, quoi, 5 fois 5, 6 fois, oui. Ouais, donc voilà. Et donc l'apprentissage s'est fait avec, à la maison? Moi, je l'ai fait à l'hôpital, moi aussi. à la Citadelle. Non. Ça peut être la Citadelle aussi, il y a aussi des stomathérapeutes là-bas. Avec une infirmière qui, devant le miroir, qui m'a expliqué comment... C'était qui, vous vous rappelez? C'était une dame blonde, mais on m'a dit non tantôt. Hein, mais... Oui, c'est bien, c'est pour voir si j'avais oublié son nom. Oui. Je vais lui dire. Je ne me souviens pas du tout, mais j'ai appris à l'hôpital. Je pense que c'était avec elle aussi, puisque c'était... C'était au CHU aussi. Moi. Donc ça ne vous a pas paru difficile, l'apprentissage? J'avais un peu peur au début. Hein. Oui. Peur de vous faire mal ou... Peur d'avoir mal, oui. Et vous aviez des problèmes pour tenir la sonde ou vos mains, vous saviez écrire facilement? J'avais les 2 mains. Oui. Ça allait. Ça allait, oui. Et vous, Mme Vertoman, ça a été difficile pour... C'est pas facile. C'est plus difficile chez une femme pour trouver l'orifice. Parce qu'il fallait un miroir, il fallait une bonne lumière. C'était pas facile du tout. Je dois dire, l'apprentissage, il fallait que je sois toute seule dans une pièce, qu'il n'y ait personne autour de moi pour faire arriver ça. À faire l'accès. J'étais pas bien du tout. C'est quelque chose qui est...
J'avais l'impression d'être plus bas que bas. En fait, j'étais vraiment pas à l'aise du tout avec. Ah ouais. Mais très, très rapidement, et maintenant, plus de problème. Vous oseriez le faire quand vous n'êtes pas chez vous? Ah, je suis obligée de le faire quand je ne suis pas chez moi, bien sûr. Et ça va, vous avez passé le pas sans problème. Ah oui, non, maintenant c'est fini, mais il y a combien? Il y a bien 13, 15 ans que je me sonde maintenant. Alors bon, c'est les 6 premiers mois d'apprentissage avec le miroir, tout ça, c'est compliqué. Donc c'est un mauvais souvenir. Mais vous aviez vraiment une mauvaise idée. C'est un souvenir. Plus bas que bas. Oui, moi, j'ai des patients, au départ. Quand je leur propose, ils me disent, mais c'est le Moyen-Âge ici. Alors je dis, tiens, vous savez comment on se sondait au Moyen-Âge? Parce que, oui, non, moi je dis, non, c'est une façon d'uriner, personne ne sait ce que vous faites. Ce qui compte, c'est de vider la vessie sans avoir de problème et de le faire vite, et peu importe où. Et alors, pourquoi est-ce qu'on est arrivé justement à l'autosondage? En tout cas, l'autosondage propre, c'est grâce notamment à M. Lapides. Donc, je vais refaire un petit historique, mais sinon, c'est bien clair. Donc, ça, c'est les recommandations l'EAU de 2000. L'EAU, c'est l'Association européenne d'urologie, de manière globale, donc ce n'est pas spécifique neuro, qui dit que le cathétérisme intermittent. Pourquoi cathétérisme intermittent? Ça peut être l'autosondage, l'hétérosondage, je vais revenir dessus un peu après. Donc, c'est le traitement standard des patients qui ne peuvent pas vider leur vessie normalement. Donc, et alors, l'ICS, c'est International Continence Society, en 2017, avait déjà émis la même chose. Donc, c'est le cathétérisme intermittent est le traitement de choix pour les patients qui ne peuvent pas vider leur vessie correctement et de manière sécurisée dans le cadre d'un dysfonctionnement neurologique. C'est en plus un traitement un outil de traitement de l'incontinence. Donc on ne doit pas seulement le voir comme vidange de vessie. Alors pourquoi est-ce que Lapides a dit il faut... Oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y a peut-être des images choquantes. Pourquoi est-ce que Lapides disait il faut privilégier l'autosondage? Parce qu'on se rendait déjà compte que la sonde à demeure, c'est le pire, quoi. Donc le cancer, j'en ai vu qu'un. Mais je connais 3 cas, mais un où j'ai suivi, donc ça arrive. Et je ferai une petite remarque sur cela après. L'infection, c'est clair, puisque c'est un corps étranger, c'est colonisé par les bactéries qui remontent le long de la sonde, qui sont dans la vessie. Tant qu'elles ne font que contaminer, c'est rien, mais dès qu'il y a des contractions de la vessie sur la sonde, la vessie est à haute pression, les bactéries passent de la paroi et c'est l'infection, de même que quand la sonde se bouche. Donc le délabrement urétral, ça c'est le pire, puisqu'on ne sait pas réparer. On appelle ça hypospade acquis ou escarre de l'urètre ou périnéalisation de l'urètre. Enfin, bref, les lithiases, c'est vraiment commun. Ça d'ailleurs, quand on fait une cysto annuelle pour une sonde à demeure, on a très souvent ou des petits fragments lithiasiques ou des gros qui méritent un traitement au bloc. Les blocages itératifs, c'est ce que je disais à l'INAMI, si on pouvait enregistrer tous les patients qui viennent aux urgences pour une sonde obstruée, on verrait déjà le coût que ça représente. Parce qu'en plus, quand les patients ont leur sonde bouchée, souvent ils s'infectent. Donc, on ne sait pas toujours les laisser retourner à la maison parce qu'ils font de la fièvre. Donc, ça crée vite une prostatite. L'insuffisance rénale, pourquoi? Parce qu'on croit que comme ils ont une sonde, ça va aller. Mais non, parce que la vessie neurologique, sauf si elle est flasque, elle se contracte contre la sonde parce qu'elle veut chasser le corps étranger. Et donc, beaucoup de patients vous diront, moi j'ai des fuites parfois le long de la sonde, c'est tellement la vessie se contracte. Donc, oui, on a vraiment... Vous aviez... Oui. C'est déjà parfois, oui. Parfois, quand la vessie est déjà trop pleine. Oui. Alors, la qualité de vie, de vivre avec ce tuyau, plus le sac, et vous voyez parfois des gens en ville qui ont même leur sac qui prend au fauteuil roulant, ils n'ont même pas un jambier, il y en a qui n'en veulent pas, il y en a qui ont des problèmes cognitifs, ils s'en fichent, et puis d'autres qui ne sont même pas informés. Donc en Belgique, tout le monde n'est pas encore informé correctement. Et puis, ici, c'est moins dans le cadre de la sclérose en plaques, mais les blessés médulaires qui ont une sonde à demeure, ils ont parfois beaucoup d'hyperréflexie, les fuites, les problèmes de sexualité. Alors ça, c'est encore juste pour dire qu'il y a beaucoup de photos avec des urètres complètement ouverts. Les pierres, c'est les pierres qu'on peut voir sur une sonde à demeure, comme on le verrait sur tout corps étranger. La vessie ne supporte pas les corps étrangers. Et alors la photo en droite, c'est une orchite, sur un reflux, parce que comme la vessie se contracte trop, ça reflue vers le canal déférent via la prostate. Donc il n'y a pas que la prostatite ou la pyélonéphrite, il y a aussi l'orchite. Alors, si le patient le sent rapidement, il peut réagir, mais s'il a des problèmes de sensibilité, il peut avoir un abcès. Puis, est-ce que vous avez déjà eu une orchide, M. Mamano? Je pense pas, non. Non, vous en souviendriez, hein? Vous en souviendriez, oui. Et des pierres dans la vessie, on a déjà dû... Pierres dans la vessie, oui. Oui.
2 fois déjà. Oui, parce que, on va en venir plus loin, M. Amano a une petite parenthèse, ben voilà, on y arrive déjà. Donc, la question, c'est si on doit mettre une sonde parce que la personne ne sait pas sonder ou parce que c'est la phase aiguë, on ne va pas mettre nécessairement la personne à l'autosondage tout de suite. Est-ce qu'on laisse la sonde en drainage continu ou pas? Et est-ce qu'on met une sonde ou un cystocate? Alors ceci, c'est juste pour vous encourager, je le dis toujours à mes collègues aussi, quand je mets une sonde, je mets un robinet. Alors j'ai oublié d'en prendre avec moi, mais Coloplast et une firme concurrente ont des robinets. On les appelle souvent Flip-Flow, même si c'est peut-être le nom de l'autre marque, ça je ne sais plus, mais les Coloplast étant un peu plus petits sont plus faciles pour les patients qui ont des problèmes de motricité. Au niveau des mains. Et sinon, donc l'idée, parce qu'on ne met plus juste à fausser comme ça, hein, c'est pas pratique, mais c'est juste pour illustrer. Cette personne-là, elle a une sonde, mais qui est obstruée. Pourquoi est-ce qu'on l'a obturée, pardon? Pour que la vessie garde sa capacité de réservoir, parce que, et aussi pour éviter qu'elle se bouge trop vite. Voilà, l'image ici, c'est un cystocate. Je l'ai filmé en faisant une cystoscopie, donc je suis en bas, là, juste je regarde le col, et qu'est-ce que je vois quand la vessie est presque vide? Ça, c'est le cystocate, ça, c'est le ballonnet. Je ne sais pas si vous le devinez. Et donc, c'est la pointe du cystocate qui rentre dans la vessie. Pourquoi est-ce qu'il rentre dans la vessie? Parce qu'elle est vide. Donc, on peut bien imaginer qu'il y a plein de petits dépôts de la vessie, de la paroi de la vessie qui se détachent, qui rentrent dans le cystocate, qui le bouchent, sans compter les risques de saignement. Hein, on dit toujours escarre sur sonde, mais ça existe aussi sur cystocate, sauf que, comme il vient de devant, ben, oui. La lésion du cystocate est à la face postérieure de la vessie et la lésion de la sonde est au dôme. Mais ça revient au même, le risque d'escarre dans la vessie avec un saignement, d'autant qu'on a de plus en plus de gens avec Eliquis et tous ces médicaments amusants. Et donc, moi, j'ai pris la décision, il y a déjà quelques années, de faire clamper dès qu'on peut. Donc, quelqu'un qui vient en rétention, je me dis, bah, c'est qu'il a une certaine capacité. On n'hésite pas à mettre des anticholinergiques en plus, voire à faire du Botox pour garder une certaine capacité de vessie. Et donc, le patient, s'il est apte à le faire, ça peut être pour une personne âgée aussi, en MRS, simplement. On a encore hier un monsieur avec le Parkinson, on lui a mis une sonde, et puis il a une prostate de 130 grammes, il ne va sans doute pas réuriner, mais on lui a mis un robinet. Il dit, vous comprenez, c'est pas chinois qui a répondu. Je dis, donc voilà, il est parti avec un sac pour dormir, et j'ai bien sonné à la maison de repos pour dire, attention, laissez le robinet fermé et laissez le patient gérer. En plus, il a de l'héliquis, avec le sac, il peut s'accrocher et faire saigner et revenir aux urgences déjà le lendemain. Donc on plaide, nous en tout cas, pour un système clampé. Alors ça, c'est juste pour l'illustration, pour celui qui ne connaîtrait pas, mais je suppose que tout le monde connaît les cystocates. Et alors, la nuit, ben, on peut mettre un sac, ça c'est le sac de jambes que les gens mettent parfois quand ils vont en consultation ou quoi, même s'ils mettent leur robinet en plus. Et ça, c'est un exemple de sac de nuit. Juste aussi pour dire que les gens ont droit au remboursement des sacs. Quand on a une sonde à demeure ou un cystocate, c'est 1 par semaine de jour, 1 par semaine de nuit. Ils ont des dotations trimestrielles et c'est tiers payant et on doit faire la prescription qu'une fois. C'était le moment où l'INAMI avait des sous. Donc, ce n'est pas tout à fait la fin, mais juste pour dire que si on doit choisir, quand on pense sonde à demeure et cystocate, attention aux complications au long cours. Le cystocate va donner moins de problèmes et va surtout épargner l'urètre. C'est surtout ça. Et puis, si le patient recommence à uriner, dans certains cas, au moins l'urètre est libre. Et dans le cas de patients en sclérose en plaques qui n'arrivent pas à se sonder, on va vraiment privilégier le cystocate, quitte à arrêter les liquides ou quoi quelques jours. Alors, on va avancer plus vite, mais c'est vrai que le sondage existait au Moyen-Âge, et en tout cas en Inde, dans les années 1000 avant Jésus-Christ, on avait déjà imaginé des sondes en bois, en argent. J'imagine pas le confort. Et puis, en l'an 1000, on a pensé que ce serait peut-être bien des sondes plus douces, style parchemin. Et puis, c'est Goodyear, avec son caoutchouc, qui nous a permis d'avoir la sonde que tout le monde connaît. Et c'est Guttmann, mais ça, c'est plus pour les paraplégiques. Donc, c'est un neurochirurgien juif allemand qui s'était sauvé en Angleterre et qui a créé Stockmanville. C'est un centre de trauma médulaire et AVC. Il a créé l'ISCOS, qui est une grosse société de médecine de réadaptation, le sport handi, les Jeux paralympiques. Donc, c'est un neurochirurgien hyperactif qui a prôné alors l'autosondage, mais stérile, et c'était le médecin qui devait sonder. Ils avaient compris que la distension de la vessie, c'était très dangereux, et qu'on pouvait voir ainsi mieux si le patient recommençait à uriner qu'avec une sonde à demeure. Alors ça, c'est la progression des sondes. Juste un petit rappel financier, parce qu'on en parle beaucoup, et écologique. On utilisait avant des sondes, soit en PVC, 1 par semaine, qu'on lavait et qu'on séchait, soit des sondes à latex, 1 par 2 mois.
Alors, c'était le coût, maintenant c'est quand même mis en euros, mais donc ça veut dire qu'imaginez un patient qui avait une sonde de 6 euros pour 2 mois, donc on est vraiment très très loin, puisque maintenant on a des sondes lubrifiées. L'INAMI a négocié les prix, c'est 2,07 € pour en rembourser plus, mais enfin, donc forcément, on comprend qu'ils viennent vers nous en disant « ouh ». Et d'ailleurs, dans le monde, la question se pose de l'usage des sondes à réemploi par rapport à l'écologie, par rapport aux coûts, etc., etc. Donc ça reviendra au centre des discussions. Et donc, ça, c'était juste pour insister sur le rôle du stomathérapeute. Je leur ai demandé si elles ont appris à quelqu'un. Elles ont appris avec quelqu'un. Elles ne se souviennent plus du nom, mais en tout cas, elles ont un bon souvenir. C'est important, le contact entre l'infirmière. Mais c'est important si les infirmières des services, de polyclinique, etc., connaissent aussi la façon de faire et peuvent guider le patient par la suite. Et moi, je prends beaucoup le relais avec les infirmières à domicile. Ça, c'est vraiment très important. Alors, on parle de cathétérisme intermittent parce que c'est soit l'autosondage, le patient le fait seul, soit une tierce personne qui va le faire, donc le mari ou le mari et l'infirmière, ou l'épouse et l'infirmière en alternance. Et ça peut être transitoire ou pour toujours. Alors ça, c'était juste l'éducation. Donc c'est fait au centre de Revas, avec bien se laver les mains, ça qui est important, puis le sondage, prendre le robinet quand on a une toilette commune avec un papier, tous des petits gestes qui peuvent aider au niveau hygiène. Alors certains patients utilisent une sonde, un sac pour vidanger, mais ils n'ont pas droit au remboursement. D'autres, on leur apprend directement en Revas à utiliser la bouteille, c'est plus facile. Et alors ça, c'est juste pour dire que quand ils prennent un sac, on leur demande de garder le bouchon, on met un peu de stérilium et on met dessus comme ça reste propre. Et alors les patients, ils ont de l'imagination. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce petit sac-là, mais c'est quelqu'un qui était très content des toutes petites sondes, et puis quand on lui a présenté les autres, elle m'a dit « mais ça ne rentrera pas dans mon sac ». Donc voilà, j'ai demandé si je pouvais le photographier. Ça, c'est un autre qui est très imaginatif, qui a transformé les sacs, c'est son épouse qui coud, qui a rendu les sacs plus étroits, pour qu'il puisse avoir ses sondes, parce qu'il ne veut que ce modèle-là, il est resté avec ce modèle-là. Donc il a ses sondes dans sa veste ou bien voilà, sur sa canne, dans le sac Spedicat. Je ne crois pas qu'ils existent encore. Et ça, c'était juste un peu d'humour pour dire, voilà, la tête de mes collègues, quand je leur parlais de l'autosondage au début, c'était plutôt qu'est-ce que tu racontes? Et maintenant, voilà, on a progressé. Et je crois que c'est grâce justement au fait que les hôpitaux ont pris conscience que la stomathérapie c'était important et que la collaboration avec les infirmières était vraiment mis au premier plan. Alors, juste une petite remarque, quand on n'a pas de succès avec le Botox, quand on est convaincu que le Cystocat c'est mauvais, Monsieur Mamano, vous nous dites un petit mot du Cystocat? Parce que Monsieur Mamano, on avait prévu la vessie d'agrandissement, mais il est tombé de son lit. Et il a failli mourir d'une hémorragie cérébrale. Ouais, il a fallu récupérer. Il a dû garder au moins 3 ans, je pense, le Cystocat. Parce que la neurologue trouvait qu'il n'était pas bien assez pour récupérer. La neurologue ne voulait pas que je me fasse opérer, tant que je n'avais pas remonté en fait. Et suite à cet accident-là, vous avez aussi perdu l'usage d'un bras, un peu comme un AVC. Total, le côté droit, oui. Ouais. Donc ça a aggravé encore le problème, mais il ne savait plus du tout sonder par les voies naturelles. Donc on a dû mettre le Cystocat, oui. Ouais, le Cystocat, c'était problème sur problème parce qu'on a souvent des infections avec ça en fait. Avec le Cystocat, j'allais tout le temps en urgence parce que ça se bouchait. J'avais quoi? J'avais de la fièvre, j'avais plein de trucs. Oui, c'était des vraies affections, pas juste des analyses positives. Voilà. Donc on s'est finalement décidé, avec l'accord de la neurologue, elle dit maintenant il est prêt. On se disait, ça n'arrivera plus, mais voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait cette chirurgie-là? On enlève le dessus de la vessie, on laisse juste la base avec les méas, et on prend 60 cm d'intestin qu'on ouvre comme un livre, et puis on va le descendre un peu comme un parachute pour avoir une grande vessie. Et donc, M. Mano et Mme Wurtherman ont bénéficié de cette chirurgie. Enfin, je dis bénéficier parce que je crois que c'était utile. Oui. C'est inspiré de chirurgie de remplacement qu'on utilise pour le cancer de prostate. Quand on enlève la prostate chez l'homme et la vessie, pardon, le cancer de vessie où on enlève vessie et prostate, on fait des vessies de remplacement pour les hommes qui ne veulent pas avoir de poche. Et donc, c'est inspiré de Hautemann principalement. C'est le W, là, vous voyez à droite. Sauf qu'on n'enlève pas la base de la vessie. Et alors, si nécessaire, si le patient n'arrive pas à sonder par les voies naturelles, on peut ajouter un artifice. On utilise par exemple l'appendice ici, qu'on va aller aboucher à la vessie et au-dessus, au nombril. Alors, voilà, ça c'est une préparation d'un tube. Donc là, on a dessiné l'appendice, mais
ici, quand on n'a pas d'appendice, avec un petit segment d'intestin, on peut créer un tube qui va aller entre la vessie et le nombril. Pourquoi le nombril, M. Mamano, par exemple? C'est plus facile pour moi. Oui, voilà. C'est beaucoup plus facile. Ça m'a changé la vie du jour au lendemain, de toute façon. Donc, vu que j'ai plus qu'une main, c'est vraiment pratique. J'ai qu'à faire glisser et puis voilà. Ça va tout seul. Et si on met trop bas, il faut encore abaisser le pantalon. Donc il faut une main pour abaisser et puis une main pour sonder. Donc il faut essayer d'arriver au nombril. C'est deux mains, de toute façon, si c'est par le bas. Donc là, même avec les yeux fermés, je peux me sauter en fait. Oui, donc ça c'est aussi en revanche, c'est une patiente tétra. Voilà, on faisait l'apprentissage et on utilise donc d'office une longue sonde qu'on va brancher sur le sac. Pourquoi? Pour avoir un effet siphon. Donc on laisse le sac par terre et comme ça, le drainage se fera. Sans le sac, on ne vide pas bien, alors on a des pierres. Et donc celui qui n'est pas compliant ou celui qui ne veut pas entendre parler de vessie d'agrandissement et qui attend, à la fin, souvent on ne peut plus faire que le briquaire. Donc ça, vous connaissez, c'est l'ablation de la vessie. Alors ça, c'est juste un petit dessin. Donc Monsieur Mamano, c'est un peu la dame à droite. Je vais avoir pris une dame. Il a un petit nombril, mais qu'on ne voit pas, parce que là, il y a encore un petit bouchon qui peut servir parfois d'obstructeur, mais aussi de dilatateur chez les personnes chez qui il y aurait des sténos. Donc il y a des complications avec tout. Et voilà, le briquaire, il faut l'accepter. C'est plus un remaniement de l'anatomie. Alors voilà, j'insiste sur la collaboration neuro, parce que M. Mamano, c'est vraiment ça, neurologue, qui a dit quand on pouvait le faire, l'estomathérapeute, et alors les ergots, maintenant c'est tout un travail d'équipe. Mais je ne sais pas si vous reconnaissez la dame qui vous a appris à vous sonder, là sur la photo, à droite, non? Non. Voilà, c'est quand on essayait les nouveaux WC au CHU, au A, qui sont extrêmement étroits, parce que c'est bien, ils devaient venir encore une cloison, mais ça les amusait de voir. Alors, c'est bien d'avoir donc des stomathérapeutes. Maintenant, j'ai mes nouvelles photos, j'ai un problème, donc c'est plus que les vieux ploucs sur la photo. Donc, Mme Botta au-dessus à droite, Michel Ruche de Reva, et il faut entretenir ça, c'est un peu du team building, c'est important de se voir, d'aller au resto ensemble, de discuter. Vous connaissez sans doute Ronnie Peter, c'est Marcel de Anvers, je pense. Hein. Et voilà, celui qui nous a appris beaucoup au début aussi, c'est Christian Thies, mais voilà, il a ses congés de vieux, il est moins disponible aussi. Il est là ici, ah ben voilà. S'il m'entendait. Et de temps en temps, faire un tour à Oktoberfest, c'était pas mal non plus. Ça. Donc voilà, c'est important de créer une équipe et puis après de rayonner vers l'extérieur. Est-ce que vous auriez voulu faire une remarque sur quelque chose que je n'ai pas dit par rapport à votre problème? Vous êtes content de votre chirurgie, mais tout n'a pas été simple tout le temps. Je suis très content. Dès que ça a été fait du jour au lendemain, ça a changé ma vie. Donc, j'ai fait l'affection. Ça a été vraiment, c'est parfait. Ça fait un an presque. J'ai choisi le bon patient. Que j'ai fait l'opération, franchement, c'est ouais. parfait. Mais ça peut mettre 4-5 mois. On prévient les gens, vos 5 premiers mois peuvent être difficiles pour obtenir une vessie de... Ah ben non, c'était pas du tout. Hein. Mais oui, mais tant mieux, mais on prévient parce que... J'ai eu un bon médecin aussi, une bonne chirurgienne, on va dire. Oui, mais il faut un peu de chance aussi quand même. Parce que j'ai eu de la chance. On essaie de faire la même chose. Mais vous êtes pour quelque chose là-dedans, vous êtes une bonne... Et à Invertomen, vous avez eu des soucis quand même, ou maintenant encore un tout petit peu? Moi, il y a 3 ans, j'étais venue vous voir et ma vessie était particulièrement abîmée. Je sais, quand j'allais faire du Botox, à chaque fois, Mme Kepen, quand il y avait un assistant avec elle, disait ça, c'est vraiment un cas clinique, une vessie très abîmée, etc. Et quand je suis venue vous voir il y a 3 ans, on m'avait dit, écoutez, soit je retire la vessie et vous vivez avec une poche, soit je fais la grosse opération, soit vous allez assez rapidement vers le choc septique. Et au départ, j'avais dit, je vais vers le choc septique. Et les infections se sont multipliées tout le temps, jusqu'à un moment donné où les antibiotiques ne faisaient plus d'effet, que je ne pouvais avoir que les antibiotiques d'hôpital que je devais avoir. Et là, ma famille a dit, écoute, il faut vraiment... Et mon ami... Elle a voulu que je passe d'abord. Lui, il a passé l'opération. Et puis alors, si je m'en sortais... J'ai dit, écoute, tu fais l'opération, si ça se passe bien, je le fais. Voilà. Et je m'en suis sortie, donc elle l'a fait. Et je l'ai fait, j'ai suivi 6 mois après, je l'ai fait.
Et c'est vrai J'ai que... vraiment entendu les 6 mois. Oui, Oui, 6 mois. Elle a été très courageuse. Mais le temps d'avoir le rendez-vous et tout avec vous, il a fallu l'opération. Et c'est vrai, maintenant je le dis, j'aurais dû le faire au moins 5 ans en avance. Mais voilà. Bon, ça, c'est des problèmes, on le fait. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. d'avis. On ne peut pas forcer. Hein. Chacun choisit. Non, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et voilà. Et je suis hyper contente. Maintenant, ma vessie, on peut contenir jusqu'à 600 millilitres, alors qu'au départ, quand j'arrivais à 120 millilitres, c'était waouh, c'était déjà très important. Pour moi, 120 millilitres, c'était déjà beaucoup. Maintenant, c'est 600, c'est incroyable. Franchement. Vous vous sondez 5 fois. Et je me sonde 5 fois. Ouais. Au départ, après l'opération, c'était un peu plus, et maintenant, je suis à 5 fois. C'est uniquement pour les patients très compliants qui acceptent au début de se sonder la nuit, le temps que la vessie grandisse. On leur dit que ça peut se rompre. Hein. C'est quand même une des complications importantes. C'est tout mince, donc ça peut... Alors, on se retrouve avec une péritonite. Oui, les premiers moments, c'était toutes les 2-3 heures. Effectivement. Et alors ici, oui. Effectivement, du fait de faire cette opération, moi je ne dois plus me sonder la nuit, je devais me sonder 3-4, je devais me lever 3-4 fois la nuit. Il me faut 1 heure pour m'endormir, ce qui veut dire que j'avais très très mauvaise nuit. Maintenant, je peux passer une nuit. Et je prends juste le fameux médicament que je vous ai dit là tout de suite. Mme Vorteman reprend un oxybutyline parce que comme elle a une bonne durée la nuit pour arriver à 600, voilà. Mais on se donne comme but 500 si c'est possible, mais il y en a qui arrivent à 800-900, mais c'est pas conseillé. Je vais devoir vous interrompre maintenant qu'on est bien lancé dans la conversation parce qu'on a dépassé notre temps. Non, mais c'est... Voilà.